Yeah, 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 what's up, mon gars? C'est comment? Enfin, Ouais, ça va. Là, t'es en France pendant combien de temps? Fin, t'as profité un peu du cadre français, t'as pu faire des petites choses et tout? ouais, ben, I mean, c'est la première fois que je viens vraiment en mode travail en France, là, parce Mhm. que, tu sais, je viens très souvent ici, mais c'est plus, tu sais, c'est plus causer des sessions de studio, sinon des shows. Mais là, bro, je savais pas que faire de la promo média pour album, c'était autant draining, energy draining, là. Mais c'est cool, c'est cool. Ouais. Pourquoi t'as décidé pour le coup, pour ce projet-là, que là, tu devais venir faire une vraie tournée en France, tu vois? Je sais pas, tous mes projets étaient plus électronique, puis plus américain. Mhm. Puis j'ai l'impression que là, c'est genre, c'est vraiment, chacun de mes projets, c'est un reflet de ce que j'écoute comme musique ou de ce que j'apprécie. Puis je pense que là, je suis dans une phase où j'écoute beaucoup de musique française, beaucoup de rap français. Puis j'étais comme bon pour ce projet-là. Je pense que c'est nice de mettre le full package, puis genre go full French. Mhm. Tu trouves que la nouvelle génération française a quelque chose qui fait que t'as plus envie de travailler avec eux maintenant? Ouais, je pense que l'importance que la France apporte à sa musique, je pense que c'est très important pour moi. Genre, je suis vraiment grateful de ça. J'apprécie beaucoup ça comparé, je pense, à l'Amérique. Je dis pas tous les artistes, mais généralement, il y a un peu plus une indifférence au niveau musical. Genre, comme que tellement de gens qui font ça que les gens ne portent plus vraiment une grande importance dans ça. Mais je trouve que la France, encore, il y a encore la magie de la musique. Genre, tu vois que les artistes, ils portent vraiment plus attention à leur travail. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a vraiment ce truc où t'as l'impression que tout le monde rappe, genre le frère rappe, le cousin rappe, c'est vraiment la base, tu vois. J'ai Ouais, l'impression c'est quand ça. même qu'en France, ça devient de plus en plus comme ça aussi, tu vois. Ouais, en France, ça devient de plus en plus comme ça, mais aussi, vous avez tellement d'artistes qu'il y a comme, tu sais, comparé au Québec, on a comme quoi, trois quatre main artists, puis ça se limite à ça. Mais en France, bro, il y a plein de niveaux. Tu sais, comme les influencers, il y a des gros influencers, il y a des micro-influencers, des macro-influencers, il y a des micro-rappeurs, des macro-rappeurs, des gros-rappeurs, puis c'est nice qu'il y a toutes les catégories de ça. Mhm. Parce que nous, en tant que producers, ça nous permet de piger dans ce bassin-là, de savoir, OK, à quel genre d'artiste on veut travailler, quel genre, tu sais. Fait que je trouve ça cool qu'il y a autant de variétés. Puis Mhm. que les gens portent autant d'importance à toutes les variétés. Comparé à Montréal, tu sais, il y a des petits rappeurs, mais les petits rappeurs montréalais sont moins gros que les petits rappeurs français. Ouais. Mhm. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. On va parler de ton projet Lavadou. C'est Yeah. comme ça? Rabarou, yeah. Lavadou. J'ai beaucoup aimé le projet, franchement. Je l'ai Ouais. kiffé de fou, chaque morceau. Du coup, je m'étais dit que ce qu'on allait faire là, c'est qu'on allait parler de tous les morceaux, un par un. Et en gros, c'est comme ça qu'on va conduire un peu l'interview. Je peux prendre une bouteille d'eau avant de Ouais, bien commencer? sûr. Désolé, Merci. j'aurais dû te proposer Non. direct d'ailleurs, hein. C'est que j'ai trop d'eau aux toilettes. Non, il n'y a pas de souci. J'ai un peu de soin. D'ailleurs, ah, bien sûr, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Euh, du coup, je voulais commencer déjà par le titre de ton album Lavadou. Mhm. Du coup, ça fait clairement référence à ton amour pour la culture japonaise, tu vois. Yeah. Et déjà, c'est quoi le truc qui t'a donné une gifle et qui t'a matrixé en fait dans ce délire-là, genre full japonais? Genre dans le projet en tant que tel ou dans la vie en Non, dans général? la vie, genre la première gifle que t'as prise et à partir de là, t'as commencé à t'intéresser à tout ce qui était lié à la culture japonaise. Je pense que c'est les jeux vidéo, comme depuis... Tu sais, je suis un fan de jeux vidéo, je le dis sans arrêt. Ouais. Puis, tu sais, à l'époque, quand j'étais jeune, je jouais à la 64, mais je pense que ce qui m'a vraiment le plus marqué dans mon parcours puis dans ma relation avec la culture japonaise, c'est à partir de la PlayStation 1. Tous les jeux à la Dragon Quest, à la Final Fantasy, tous ces jeux-là, je pense que c'est ça qui m'a donné une gifle, comme en mode, genre, yo, c'est trop fou, là, genre, comme tous les trucs fantastiques dans ça, puis tout, je trouvais ça nice. Je trouvais ça vraiment nice. Mhm. T'as vu, est-ce que t'as vu le vinyle qu'il y a derrière toi là? Ah ouais, c'est FF7. Ouais, c'est FF7, ouais. Stylé, ça. J'ai pas remarqué. Ouais, ouais. En plus, si tu regardes à l'intérieur, genre, tu sais, les vinyles, il y a en gros les personnages de Final Fantasy VII version PlayStation 1 et les autres versions remake et tout. Ok, tu vois. nice remake. Nice. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as joué au remake aussi d'ailleurs. Ouais, j'ai joué au remake. Ouais, t'as kiffé ou pas? Ouais, ouais. Pas le premier, mais le Rebirth, j'ai vraiment aimé. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, bah. T'as joué, toi? Oui, bien sûr. Ok. Moi, je suis un gros fan de. Déjà, ça, c'est mon vinyle là, tu vois, celui-là. Ok, ouais. Donc, t'as le vinyle qui est là, juste à côté, t'as JD là. Ouais, Jay Dilla, ouais, je sais pas si tu Kanye. vibes avec ce qui fait sa musique. Et Avec tout. Dilla, ben oui, Jay Dilla a une grosse influence dans mon parcours musical, for sure. Là. Ouais. Ouais, en quoi, du coup, comment il t'a permis de voir la musique un peu différemment? Wow, c'est juste que c'est vraiment bizarre parce que moi, j'ai vraiment commencé à apprécier le boom bap à plus vieux, même si c'était de l'ancienne musique. Je pense que c'est dans les années
à partir de 2010 que j'ai commencé plus à apprécier le boom bap. Fait que c'est à partir de 2010 que je me suis claqué toutes les Tribe Called Quest, Wu-Tang, Nas, Jay Dilla, Slum Village, tous ces trucs-là de Roots. C'était vraiment à partir de 2010. Puis c'est là que ça a comme take over ma vie musicalement, dans le sens où j'aimais beaucoup plus les accords, la musique plus soulful. Puis c'est là que j'ai vraiment eu le déclic de genre mon appréciation pour les beaux accords, puis plus le jazz, puis tout, là. Fait quoi. Ouais, je suis pareil que toi. Tu sais, genre, il y avait une période de trou entre 2008 et 2010 où je trouvais que c'était vraiment très électro, en fait, dans la musique. Et dans cette période-là, j'ai l'impression que c'est une période où les gens, ils ont pris un peu le temps de redécouvrir ce qui s'était fait avant, tu vois. Ce qui fait que ça a amené justement une vague en 2010 où il y a pas mal d'artistes qui sont arrivés et qui se sont dit, en vrai, on va ramener ce qui se faisait avant avec notre sauce, tu vois. Je pense à des Hot Future qui kiffaient grave, les MF Doom. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'à ce temps-là, yo bro, c'était quoi la période du tectonique, la période du jerk, comme la musique, ça allait n'importe où, là, comme c'était un peu bizarre. Puis c'était nice que les gens, il y a certains artistes qui ont dit, je pense que c'était en temps de J. Cole commençait à faire la musique, si je me trompe pas. Ouais. Fait que c'était là que les gens commençaient plus à... Tu sais, les gens commençaient à maturer plus musicalement, puis ils étaient un peu tannés de ce délire-là, entre guillemets. Puis là, c'est là que, Ouais. il y a plus une appréciation des old school. Moi, Tribe Called Quest, j'ai écouté ça en boucle en 2010. Là, ça date de quoi? Les années 90? Comme c'est fou, là. 20 ans plus tard, je suis là, en tout cas, c'est fou. Ouais. D'ailleurs, bah, justement, je trouve ton projet, pardon, le dernier, le premier son, on est vraiment dans du gros rap parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans ton projet, c'est que chaque morceau a son ambiance, tu vois. C'est vraiment un morceau, tu vois. Et du coup, on commence vraiment avec du rap et le son, c'est avec Ateyaba, notre petit bijou français, tu vois. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien que tu me parles de ce morceau, de comment ça s'est fait et même de ta relation, toi, avec Ateyaba. Comment ça s'est fait? C'est qu'Ateyaba, je travaille beaucoup avec. Genre, j'envoie beaucoup de démos puis tout. Puis je pense qu'il y avait une période que on n'était plus trop compatibles musicalement. Genre, j'envoyais des trucs, mais il n'y avait aucune réaction. Comme j'envoyais des beats, puis... Comme le moment avant ça, je te jure, il y avait même un nom de plume qui rappait dans d'autres langues, puis il enregistrait sur mes trucs tout le temps. Mais je pense qu'il y avait une période, puis c'est dernièrement, là, je pense que pendant la pandémie, j'envoyais des trucs, mais il était beaucoup moins réceptif. Il était vraiment dans une autre énergie un peu plus genre futuristique, puis tout. Puis dans la période qu'il travaillait plus avec Freaky, genre, parce que c'était plus dans son atmosphère, tout. Puis j'ai envoyé cet instru-là. Puis, tu sais, j'étais un peu en mode genre... Je sais qu'est-ce que les fans aiment, la version d'Ateyaba que les fans aiment. Fait que j'étais comme, tu sais, j'ai parlé un peu, puis j'étais comme, comme, fais-moi confiance, genre, même si la prod te parle pas vraiment, puis t'es pas trop dans cette atmosphère-là, genre, fais-moi confiance, comprends? Genre, je sais que les gens aimeraient t'entendre sur ça, puis je sais que tu pourrais faire un beau travail sur ça. Fait que j'ai envoyé cette prod-là, puis c'est là que, il a enregistré son vœu sur ça, puis comme prévu, comme prédit, c'était actually nice, puis les gens ont vraiment aimé. Ouais. Puis c'était nice parce que ça faisait comme 3 projets, je le voulais dedans, parce que mes 2 projets précédents, je voulais une chanson avec, mais on n'a pas pu, genre, on n'a pas eu le temps de faire la chanson. Fait que là, j'étais content qu'on ait eu L'Homme et Laval. Puis c'est une prod que j'apprécie personnellement beaucoup, là, parce qu'il y a 2 atmosphères. L'intro plus cinématique, plus la fin plus hard, puis ça, j'ai vraiment feel. Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment la prod la plus singulière. Finalement, tu sens que c'est fait pour Ateyaba parce que il y a un côté justement, il y a quand même ce côté un peu futuriste et tout, électronique dans la production. On est vraiment dans du rap et lui, il arrive, il kick réellement sévère, tu vois. Ça fait combien de temps d'ailleurs, du coup, que ça fait depuis 2020, du coup, à peu près, que la prod que tu lui as envoyée, c'est déjà en 2020? Cette prod-là, non. Ouais. J'ai envoyé en 2022. Oh, ok. Ouais, 2022. Okay. Mais il a réenregistré genre en 2024. Ah, du coup, il a réenregistré. Ouais, parce qu'on avait une maquette depuis longtemps. On avait cette maquette-là depuis longtemps, puis c'est ça. C'est en 2024 qu'il a enregistré la chanson. Ouais. Bah, c'est bien. C'est très beau à voir parce qu'en plus, vu la longue pause qu'il avait pris, on sait pas du tout vers là il se dirige, s'il était prêt à reprendre la musique et tout. Mais entre-temps, on avait fait Tassaba, je pense. On avait une chanson qui s'appelle Tassaba. On l'avait faite. Ce qui est drôle aussi avec L'Homme et Laval, c'est que j'ai perdu la prod parce que quelqu'un avait brisé mon disque dur. J'ai perdu la prod. Puis c'est la première fois ever que ça m'arrive que je réussis à refaire une prod, genre. Wow. Ouais. T'avais perdu beaucoup de sons, du coup? Non, j'avais perdu peut-être pour 3 à 4 mois de contenu, mais c'était dans cette période-là que j'avais fait l'instru de L'Homme et Laval. Ouais. Fait que j'ai dû la refaire, puis je l'ai refait dernièrement, là, en plus, genre à la fin de l'année, type shit.
Mais question, quand vous n'avez pas genre un endroit où vous posez vos prods au cas où ce genre de choses arrive, parce que déjà je pense c'est tellement la base, c'est des producteurs qui perdent énormément de sons. Je me rappelle que Q-Chip il a perdu sa maison, elle a brûlé, il a tout perdu. Dernièrement Madlib, sa baraque à LA, il a tout perdu. Et lui ça fait des vingtaines d'années de prod, tu vois. C'est une dinguerie, tu vois. Du coup t'as pas un sort de cloud où tu mets tes bails. I mean, ouais, j'ai un cloud où je mets genre les waves puis les MP3, les formats comme les exports, mais le projet, non. Comme j'ai d'autres disques durs que je backup mes trucs, mais je vais pas te mentir, je backup pas tous les jours, là. Je backup juste quand je sens que il y a pas une belle énergie dans la salle, que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va briser, je backup. Mais comme là, pendant un bon 3 mois, j'avais pas fait de backup. Ouais, ça m'a toujours fasciné ce truc-là parce que ça arrive tellement souvent, c'est terrible. On passe au morceau qui suit. Là, on est dans du R&B avec Lifestyle. Ouais. Du coup, collaboration avec Turi, très très lourd. Déjà, qu'est-ce que toi tu penses de la place du R&B en France? Je sais pas si tu as vu déjà un peu comment les choses se passent ici. Est-ce que tu as cherché à ramener quelque chose ou bien c'est juste finalement tu as fait ta prod et tu t'es dit Turi colle bien à la chose, tu vois. Ouais, c'est fou parce que Lifestyle, je le considère pas comme du R&B. Ce qui Ouais. est fou, je le considère plus comme un boom bap à la Jay Dilla. Ah ouais, c'est vraiment l'impression que t'as, ouais. Ce qui est très fou, mais t'étais pas le premier qui dit que c'était un R&B. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est aussi très influencé par le fait que, hormis dans un petit passage, Turi chante vraiment beaucoup sur la prod, tu vois. Ce qui fait que ça apporte forcément une vibe très R&B à la chose, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Puis à la base, quand j'ai fait la prod, je savais déjà que je voulais Turi dessus. Comme je le savais à 100%. Comme c'est une collab que j'ai faite avec Dappy, c'est un peu douce de Montréal aussi. Puis j'ai dit, yo, cette prod-là, ça va aller à Turi, Trust. Puis peut-être 3 mois après, j'avais un séminaire à Paris. Puis dès que Turi est rentré dans le studio, j'ai joué la prod, puis direct, il a posé dessus. Mais je savais pas qu'il allait chanter dessus. Comme, je savais pas qu'il allait chanter dessus. Puis je suis content du résultat. Je suis vraiment content du résultat final. Puis ouais, le R&B en France, c'est cool. Pour de vrai, je trouve que il y a une plus grande expansion. C'est sûr que dans les années précédentes, les Français avaient un peu de difficulté à faire du R&B parce que je pense que c'est un problème avec la langue française, que le R&B en français, ça sonne pas trop bien, plus en termes de paroles. Je trouve que le français, c'est une langue romantique, mais c'est pas trop une langue sexy, tu comprends, comparé à l'anglais ou comparé à l'espagnol. Puis je pense que c'était ça que les gens étaient un peu complexés par ça, de vouloir chanter en français. Mais là, c'est nice que les gens réussissent à mettre leur flavor. Je trouve qu'il y a beaucoup d'anglicisme aussi. Genre, je sais pas si tu connais Dakiz. C'est un chanteur R&B de Lyon. Puis il commence à blow up quand même. Puis tu vois qu'il y a un peu d'anglicisme dans son truc. Fait que c'est pour ça que je trouve que à Montréal, le R&B, il a commencé un peu plus tôt qu'en France parce qu'on utilise l'anglicisme dans notre langue. Fait que je suis vraiment down avec le R&B qui se passe présentement. Moi, je suis un grand fan. C'est tout ce que je veux produire. Si je pouvais juste produire du R&B toute ma vie, je ferais ça. Je trouve ça... Oh, j'adore le R&B. Fait que je trouve ça nice qu'il y ait une expansion, là. Ouais. C'est quoi le dernier album R&B que t'es kiffé? Wow. Il y en a beaucoup. Genre, j'étais un grand fan de Summer Walker. Ben, son dernier projet, il date. Lucky Day aussi. Wow. Sinon, c'est pas mal ça. Je suis pas mal dans le mainstream quand même. Kehlani aussi. K1 qui est en train de le dead là aussi. Ouais. Puis ouais. Bon, on va passer au morceau suivant, du coup, qui est Besoin d'amour. Et très très intéressant parce qu'on est plutôt dans la house un peu. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça cool. Comment l'idée t'est venue. Et forcément, je suis obligé de te parler de l'autre mec super connu dans le milieu du côté du Canada, c'est Katrinada. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de connecter ce genre de choses? Et puis même, tout simplement, est-ce qu'il y a une histoire entre le Montréal, enfin, tu viens pas exactement de Montréal, je sais, mais en tout cas là où tu vis, et la house, tu vois? Pas trop, je penserais pas. Je pense que... Wow, bonne question. Je pense pas que Montréal, il y a trop... Parce que c'est ouf, parce que franchement, quand j'entends ce que tu as fait, c'est lourd déjà de 1. Ouais. Et après, Katrinada, c'est une référence dans le domaine pour le coup. Tu vois. Ouais. En fait, pour commencer avec Katrinada, pour ceux qui ne savaient pas, il y avait un collectif à l'époque, en 2013, qui s'appelait À l'aise. Puis c'était plein de jeunes, moi aussi des Haïtiens, mais comme plein de jeunes qui étaient ensemble. C'était un collectif de jeunes.
Puis il y avait moi, donc Kaytranada. Comme musicalement, j'ai grandi avec Kaytranada. Comme quand on a commencé à faire la musique, c'était ensemble. Il venait tout le temps chez moi, j'allais tout le temps chez lui. Fait qu'on se connaît beaucoup musicalement. S'il y a eu une influence, pas tant, je pourrais pas dire. Comme j'aime vraiment ce qu'il fait, j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Après, je disais pas que tu étais influencé par lui, attention. Oh non. Je disais plutôt la house, est-ce que ça a influencé la vie en général, quoi, bien sûr. Montréal, non, c'est ça. Non, je trouve que Keitra, il a son propre son. Puis maintenant, je pense que c'est un genre musical, là. Comme si. Je trouve même plus que si tu fais un beat qui ressemble à un beat de Kaytranada, c'est rendu un rip-off. Je trouve qu'à des points, il est rendu tellement huge. Puis il y a tellement d'influence dans le game qu'il n'y a pas. C'est plus considéré comme un bite. Je pense qu'il a son propre style. Puis c'est sûr que quand j'écoute ces trucs, ça m'inspire aussi beaucoup. Aussi, Kaytra, il m'a beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à faire des prods, j'étais plus... Je sais pas si tu fais des prods ou pas. Non, pas du tout, mais dis-moi, lui, il fait des prods par contre. OK, nice. So, quand tu fais des prods, il y a un truc qui s'appelle quantize. Puis quantize, c'est quand que tu joues quelque chose puis qui est pas sur le grid, ben l'ordinateur va automatiquement le mettre sur le grid, genre. Puis il y avait beaucoup de chansons que j'aimais qui avaient une belle bounce, mais je comprenais pas pourquoi. Mais je voyais que Kaytra, il y avait une bande similaire des bounces que j'appréciais dans les musiques que j'écoutais. Puis une fois, je lui ai dit, mais comment ça sonne aussi bien que ça, genre? Puis il m'a fait comprendre, c'est parce que les producers quantisent pas, genre. Quand ils font une prod, ils vont pas quantize. Puis c'est à partir de là que j'ai plus une bounce dans mon travail, parce que c'est Kaytra qui m'a fait comprendre que yo, t'es pas obligé de quantize, là. Tu fais ce que tu veux musicalement. Fait que c'est sûr que dans mon parcours musical, il y a une grande influence. C'est sûr que c'est mon gars à ce niveau-là, là. Mais ouais. Mais je trouve que Montréal, non, il n'y a pas trop une influence. Genre, Montréal, c'est pas la ville du house, là. Comme, tu sais, Chicago, oui, là, on s'entend, mais comme Montréal, je pense pas qu'elle a cette identité de house, même si Kaytra vient de là. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un certain amour pour l'imperfection pour pouvoir proposer des bounces un peu forts comme ça. Tu vois, mais je comprenais pas au début. J'étais comme en mode, comme quand t'es sur FL Studio, quand tu fais tes drums, t'appuies sur des carrés, genre, tu comprends? Fait que c'est vraiment tout le temps dans le grid, mais là, après, quand tu commences à jouer tes drums manuellement, tu vois que tu peux avoir un certain swing, puis c'est cool, tu sais. Dont Jay Dilla aussi qui m'a influencé dans ça, parce que lui, c'est le king of bounce, là, tu sais. Tout est décalé, c'est hi-hat, puis tout, puis ouais. Du coup, le nom de la chanson, c'était Rouge et Blanc, voilà. Ouais, c'est Rouge Blanc rentable. Ouais, et du coup, là, on est dans une ambiance plus rock. Ouais. C'est quelque chose que tu as l'habitude de travailler, justement, des ambiances rock comme ça. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette direction-là? Surtout que c'est bien fait, encore une fois. Merci, bro, j'apprécie. Ouais. Sur l'album de ma vie que je saigne le plus depuis, je sais pas trop en quelle année que c'est sorti, mais c'est Ego Dead de The Internet. Puis c'est comme, bro, cet album-là, ça me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. Real shit. Puis j'écoutais aussi, dernièrement, comme je t'ai dit, j'écoute beaucoup de Lucky Day. Puis c'est que j'aime... Dans la musique noire, j'aime l'aspect un peu afro-punk. Puis pour Rouge Blanc, je trouve que ça a été le perfect thing à faire avec Hubert Lenoir. J'ai déjà travaillé avec lui avant, mais je voyais vraiment Hubert Lenoir sur un afro-punk. Puis ça me tentait pas trop, parce que les gens, ils aiment ça quand je collab avec, mais ça me tentait pas trop de faire un beat cliché hip-hop puis qu'on ait Hubert Lenoir qui rappe dessus. Genre, je sais pas si tu connais Hubert Lenoir, mais c'est quand même un des plus gros artistes dans sa scène à Montréal, genre. Puis il est quand même reconnu en France aussi. Puis, tu sais, j'avais travaillé avec lui avant pour Octobre puis Dimanche Soir, qui étaient ces 2 singles de son album. Puis comme, tu sais, c'était de la musique un peu à la Hubert Lenoir aussi. Puis pour cette chanson-là, je voulais, comme je te dis, un univers plus afro-punk, genre, tu sais, genre un peu plus R&B, mais comme rock un peu, mais je voulais quand même garder mon identité. Puis on a réussi à faire ça, puis je suis tellement content du résultat. Genre, comme, la prod, je l'ai faite en 3 minutes. Oh, sérieux? Comme 3 minutes, 30 secondes. Genre, j'ai juste commencé les drums direct. Puis, genre, j'ai fait la bass. J'ai envoyé ça à Hubert Lenoir. Puis, en une semaine, Hubert, il m'a renvoyé une chanson complète. J'ai envoyé une boucle de 30 secondes. Puis, il a tout réédité. Puis, il a fait une chanson complète. Mais du coup, tout ce qui va être lié au rock, la guitare et tous des trucs comme ça, c'est lui qui s'en est occupé ou... En fait, c'est moi qui a pas mal fait toute la prod. Lui, il a rajouté un peu de synthétiseur dessus. C'est après moi, avec mon gars Greg Clerget, c'est mon boy qui fait de la guitare sur pas mal tous mes trucs. J'ai invité au studio, puis j'avais déjà la vision de rajouter du rock un peu. Fait que c'est lui qui l'a rajouté. C'est Greg Clerget, ouais. Qui est un Haïtien aussi, ce qui me fait rire. C'est comme plein d'Haïtiens qui font un son rock pour Hubert Lenoir, c'est quand même drôle, là. Ouais. J'avoue, non, shout-out à lui. En tout cas, le résultat, il est vraiment réussi. Merci, j'ai vraiment beaucoup aimé.
On passe à la suite, du coup, avec Mixed Feelings. Yeah. Du coup, ambiance un peu. Tu vois, c'est ce qui. Même si ça y ressemble pas totalement, c'est ce que j'imagine le plus quand on parle du Canada, de Toronto et tout, un peu rail dans la nuit, des trucs comme ça. Tu vois. Ouais. C'est ce qui se rapproche le plus et tout. Donc, forcément, ça me fait penser à. Bah, déjà à tes travaux avec The Weeknd, tu vois. Et est-ce que tu peux m'en parler un peu? Comment ça a été de travailler avec lui? Sur quoi vous avez travaillé d'ailleurs ensemble, les musiques déjà? Pour Juste pour... Mixed Feelings ou pour Non, The non, en Weeknd? général, ouais, en The général. Weeknd, wow. The Weeknd, on travaillait ensemble. C'était avant Beauty Behind the Madness. Son producer m'avait hit up, puis j'ai développé un friendship avec son producer, puis à partir de là, on travaillait beaucoup ensemble. Puis c'était lui un peu le pont entre The Weeknd et moi, genre que j'envoyais des trucs, il travaillait dessus, il envoyait à The Weeknd. Il y a eu beaucoup de trucs qui se sont enregistrés sur mes chansons, genre par exemple, la première version de Starboy, c'était sur mon instrumental, genre. Puis ça avait rien à voir avec la house, là. Ouais. C'était comme un genre de... C'était dans le temps que je faisais de la musique plus électronique, entre guillemets, genre. Puis il aimait vraiment ce son-là. Puis j'envoyais plein de trucs comme ça, il enregistrait plein de maquettes dessus. Puis une fois, j'ai envoyé Coming Out Strong, puis il a fait Coming Out Strong avec Future. Mais c'est ça, c'est pas mal une relation de... J'allais à Toronto, on chillait, on allait au studio, on faisait de la musique. Puis aussi, quand il allait en club, il m'invitait des fois, je chillais avec lui, puis tout. Tu sais, c'était une bonne relation, genre peu douceur artiste, je pense. Puis juste, on n'a pas sorti beaucoup de trucs. Ouais. On aurait pu sortir plus de trucs, mais tu sais, je suis quand même content de ce qu'il a fait. Je pense que ça m'a fait rêver, ça m'a fait comme voir l'industrie, être dans des salles que j'aurais jamais cru à être. Puis c'est ça, je suis content. Ouais, puis c'est bien de voir aussi d'une certaine manière qu'il y a quand même... C'est des choses dont on ne peut pas forcément se rendre compte avant, mais c'est qu'il y a une vraie connexion entre vous, les artistes qui travaillent là-bas, tu vois, en tant que producteur, artiste et tout, parce que bah, du coup, on reparle de Kai Tranada avec qui il a traîné pas mal ces derniers temps, le fait qu'il ait travaillé avec toi, et toi qui connais Kai Tranada aussi de l'autre côté, ouais. Tu vois, finalement, tu as l'impression que c'est un peu comme Paris où c'est très petit, et tout le monde se connaît là-bas, finalement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu l'impression que tu as là-bas. Ouais, vous connaissez vraiment tous, vous voyez tous dans les yeux, en fait. Ça dépend de la génération. Moi, vu que j'ai quand même été chanceux, j'étais dans le era, le SoundCloud era. Puis ce era-là, je pense que c'est un era dans la musique c'était un peu bizarre. Genre, on savait plus trop où est-ce que la musique s'en allait. Genre, les gens étaient un peu plus geeks, qui diguaient un peu plus pour la musique. Fait que c'était un peu all over the place. Tu sais, c'était pas comme à l'époque, tout le monde écoutait Michael Jackson, tout le monde écoutait un tel. Tu sais, c'était vraiment... Il y avait un peu plus de variété. Il y avait Playboi Carti qui était sur SoundCloud aussi, Young Lean, tu sais, tous ces gars-là. Puis j'étais dans cette nouvelle vague de producers-là. Fait qu'il y avait plein de gens genre qui me connaissaient sans que je m'en rendais nécessairement compte. Puis justement, le producteur de Weeknd, il a commencé à s'intéresser à cette scène-là. Puis il a vu, oh shit, c'est un gars de Montréal, ce gars-là. J'écoutais ses trucs. Fait que je pense qu'on a été chanceux. Genre Sengo, Rosalia qui écoutait Sengo à l'époque, back then. Genre, je sais pas ce que c'est Sengo le producer. Oui, bien sûr, package. Ouais, genre comme, il y avait genre, tu voyais que Rosalia le followait sur genre SoundCloud, genre à l'époque, puis tout. Fait que je pense que c'est nice que indirectement, sans s'en rendre compte, peut-être qu'on a craft des nouveaux artistes live qui sont en train d'exploser parce qu'ils écoutaient nos trucs quand ils étaient jeunes sur SoundCloud. Mais je pense que c'est nice. J'aurais jamais cru, genre, le petit mois du lycée, croire que j'aurais pu influencer plusieurs gens de la game comme ça. Je suis content. Ouais. Puis certainement en France aussi, genre, bro, quand t'es sur SoundCloud, t'as pas trop la proximité avec les fans. T'as des comments, oui, mais comme, tu sais, c'est pas un réseau social que tu poses des photos, que les gens like tes photos. Puis le fait que j'ai eu mon premier booking, je pense, en 2014 en France. Puis genre, c'était au FOST. C'était genre... au FOST, c'était un venue, je sais pas si ça existe encore. Puis on a genre sold out 1000 personnes, là. Tu comprends? J'aurais jamais cru ça. Moi, genre, à l'époque, c'était Facebook qu'on avait. Fait que c'était pas... on n'était pas trop conscient du hype qu'on avait à l'extérieur de notre territoire. C'est typiquement la blog era, ça, tu vois. Parce que justement, nous, on te connaît depuis cette période-là, vraiment, tu vois. C'est genre les médias qui écrivaient sur toi ou tout ce que vous faisiez, les gens de Montréal ou... T'es dans quelle année? Moi, je suis né en 91. OK, wow, OK. Fait que toi, t'étais dans ce era-là aussi. Là, ouais, okay. Exact, tu vois. Donc, j'étais vraiment là. Et du coup, nous, on faisait partie des gens qui écrivaient sur vous et tout, tu vois. Donc, forcément, en fait, vu qu'on est... Enfin, tu sentais, en fait, quelle niche existait à ce moment-là, tu vois. Genre, là, il y a un endroit qui s'appelle Wanderlust, ici. Et, ouais, je connais. Ouais, je sais pas, au cas où, tu vois. Je sais pas à quel point tu viens ici, tu vois. Mais, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qui s'est ouvert à ce moment-là, parce que le hip-hop, ça commençait à toucher un peu tout le monde. Ces ambiances-là aussi, un peu house et tout, tu vois. Et enfin bref, ça m'étonne pas justement que à l'époque, tu aies eu 1000 personnes parce que finalement, c'était des trucs que nous tous, on poussait
Ouais, certaine ben oui. manière, tu vois. Puis c'est ça, vous étiez comme... Toute la jeunesse, c'était... Vous vous regardez, puis tout. Fait que ça, c'est nice que des plateformes comme ça puissent pousser notre son. Puis ce qui était nice, c'est qu'il n'y avait pas... Là, c'est rendu un peu plus crafted, genre. Comme imagine, il y a la musique française, il y a la musique de LA, mais à l'époque, vu que c'était juste instrumental, on n'avait pas de territoire fixe. Genre, j'étais autant known à Los Angeles, à New York, qu'en France, genre, tu comprends? Fait que peu importe la musique que je sortais, je savais que ça allait être apprécié dans tous les territoires. Comparé à maintenant, en 2025, là, j'ai un projet fully français. Je sais que ça va être un peu plus chaud pour les États-Unis parce qu'il y a plus d'artistes comme français dessus, mais ça reste quand même cool, là. Ouais, c'est bien. Et puis, je trouve que tes prods apportent une certaine fraîcheur aux artistes avec qui tu travailles et tout, tu vois. Je trouve que ça a vraiment été cool et particulier. Bah, en fait, c'est parfait parce que je trouve que c'est exactement ça avec Sheila. Du coup, pour le morceau Honeymoon, où j'ai beaucoup aimé, à côté de ça, le travail que tu as fait sur sa voix aussi. Enfin, je sais comment vous avez travaillé la chose, en tout cas, où il y a l'ambiance orientale, sa voix qui est très aérienne et tout, tu vois. J'aimerais bien savoir comment ça s'est fait, comment vous avez construit le morceau ensemble et tout. Ouais, Chila, elle a fait un excellent travail sur la track, genre vraiment. Ce que j'aime pour ce projet-là, puis tu l'as dit, c'est que c'est mon interprétation de chaque artiste sur mes beats, genre dans le sens où, OK, Chila, on sait ce qu'elle fait déjà musicalement, mais je sais qu'est-ce qu'elle pourrait faire aussi, tu comprends? Même si c'est pas dans sa DA, je connais ses top lines, je sais qu'elle chante hyper bien, je suis comme, yo, si je lui check ce genre de beat-là, je sais qu'elle pourrait faire un truc trop fou. C'est comme Ateyaba, quand je te dis, je lui dis, yo, trust-moi, bro, je chante sur ça. C'est ça que j'aime faire pour mes zones de confort. Genre, pas pour mes zones de confort. Pour mes projets, c'est de sortir de la zone de confort de l'artiste, genre. C'est ça que j'ai fait avec Chilla aussi. Genre, j'écoutais vraiment sa musique pendant la pandémie. Puis on était en séminaire en France, à Paris, justement. Puis j'étais content, j'avais hâte d'être en studio avec parce qu'elle me connaissait pas, elle. Fait que j'étais content de pouvoir lui montrer mes trucs. Puis direct, j'ai joué ce beat-là, je savais qu'elle aurait pu faire quelque chose dessus. Puis il y avait Young Dreads aussi. J'étais en studio avec Young Dreads aussi, c'est un peu douceur. Engineer aussi, il est hyper fort. Puis il a rajouté quelques trucs sur la prod. Puis c'est lui qui l'a fait enregistrer. Puis on a fait ce beat-là. Mais pour de vrai, Chilla, je la trust. Chilla, je pense que c'est une des artistes les plus versatiles dans le sens où elle a tellement des bonnes top lines. Puis elle est tellement ouverte à faire plein de trucs que tu pourrais lui mettre un beat rock, elle prend le mic, puis elle va te sortir une bonne top line, là. Comme... Même Honeymoon, c'était un peu compliqué parce qu'on avait fait cette chanson-là en 2023, je pense. Puis dernièrement, je suis retourné en studio avec parce qu'elle voulait retravailler la chanson, mais la chanson était déjà parfaite. Mais c'est que son cerveau, il run tellement, elle a tellement de top lines dans sa tête qu'on est allé au studio, elle a fait d'autres top lines. Puis là, c'était un gros débat de genre, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, parce que tout est vraiment bon, genre, tu comprends? Fait que, yo, c'est très nice aussi, mais yo, c'est un peu un cadeau empoisonné aussi, là, dans le sens où, yo, des fois, c'est dur de make-up avec quelque chose puis de faire la paix avec quelque chose, mais ouais. Hyper versatile. Ouais, c'est ça. Finalement, le résultat, il a été là, tu vois. Mais c'est ça aussi, avec les trucs internationaux comme ça et tout, ça doit pas être évident à gérer, hein, tout ça, tout le temps, tu vois. Du coup, ouais, d'ailleurs aussi, ce que je me disais par rapport à ce morceau, c'est que vu qu'on est dans des ambiances orientales, ça me fait forcément penser à Timbo aussi, tu vois. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Ouais, tu vois. Parce que déjà, il y a ça et le travail sur la voix aussi, je trouve, tu vois. Ouais, le travail sur la voix, c'est vrai qu'il est très... c'est vrai que c'est très genre Baby Boy de Beyoncé, très Timbaland, c'est vrai, Mystical Danger, c'est vrai ça. Mais ouais, c'est juste que aussi, j'écoutais beaucoup d'afro dans cette période-là, genre j'aime beaucoup Rema, ce qu'il fait, parce que c'est de l'afro, mais quand même mélancolique un peu. Ouais. Moi, tout ce qui est encore mélancolique, j'aimais ça, puis j'étais comme, shit, comment je peux faire un afro comme à la High Classified? Puis c'est vraiment cette prod-là que j'ai faite là, comme... C'est pas aussi rapide qu'un afro, c'est lent, c'est laid back, puis c'est sexy en même temps, puis j'ai réussi à accomplir ce que je voulais faire pour de vrai avec cette chanson-là. Ouais, ça rend super bien, franchement, encore une fois. Je te dis, franchement, pour moi, c'est vraiment un 7 sur 7. Attends, c'est 7 morceaux, je crois. Ouais, 7 sur 7. Ouais, on termine du coup avec le dernier, c'est Vaudou, avec Arma Jackson. Encore une fois, gros travail sur les voix et tout, prod bien mélodieuse. Est-ce qu'on peut dire que c'est du R&B cette fois-ci ou pas? L'intro, ouais. C'est du R&B still. C'est du R&B. Mais t'as vu, moi, je vois plus ça comme un genre de boom bap ou ça encore. Mais oui, c'est vrai que ça a beaucoup d'aspects R&B. Comment qu'ils chantent pis tout, là, je suis d'accord. Puis, et, du coup, comment ça s'est travaillé aussi, ce morceau. Et d'ailleurs, je voulais te poser aussi une question un peu annexe à côté de ça. C'est... il y a pas mal de personnes qui disent... Enfin, pas mal de personnes, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu un truc sur Twitter qui m'a interloqué. C'est qu'ils ont dit que les beats switch, parce qu'il y a un beat switch dans le morceau. Ouais, c'est Drake qui l'a... Exactement.
J'ai vu ça aussi. Je sais pas de quoi les gens parlent. C'est fou, ça. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, du coup? C'est faux. Au moins, c'est clair. C'est faux. Je suis un grand fan de Drake, là. Comme fan fini de Drake. Ouais. Les beat switch, est-ce que c'est Drake qui l'a inventé? Non, c'est Drake qui l'a commercialisé. Comme quand même, les gens ils le font beaucoup. Mais moi, je fais des beat switch depuis longtemps. Genre, j'ai un projet qui s'appelle Palindroma. Je pense que c'est mon premier projet. Puis, pratiquement toutes les chansons ont des beat switch. Genre. Puis, moi, pourquoi je fais des beat switch, c'est que je trouve que comment les gens consomment la musique maintenant, c'est qu'ils ont un attention span vraiment court. Puis, j'aime faire des chansons très courtes. Puis je pense que faire des beat switch, ça me permet de rallonger la chanson, de donner l'illusion que c'est une chanson plus longue parce que ça a des beat switch. Puis, je sais pas, je pense que c'est ça. Genre, les chansons de 3 minutes, c'est cool, mais comme j'aime ça avoir un replay value, puis c'est pour ça que je fais des beat switch. Fait que je peux pas nécessairement dire que c'est Drake qui a inventé ça. Mais ouais, il disait plutôt, genre, c'est Drake qui a remis ça à la mode, tu vois. Genre, que avant qu'il revienne et qu'il fasse beaucoup de beat switch, genre, il y avait personne qui faisait ça, tu vois. Moi, personnellement, je suis pas d'accord du tout par rapport à ça. Il y avait d'autres artistes pour moi qui faisaient aussi des beat switch avant lui, pendant qu'il était là, qui faisait des beat switch aussi, tu vois. Donc, je trouve que c'est un peu exagéré et c'est voir les choses sous un seul angle. Si j'avais 1 heure pour réfléchir, j'aurais pu te sortir plein de beat switch qu'ils ont fait avant Drake. Une personne qui m'a vraiment inspiré pour les beat switch, qui le fait vraiment, vraiment... OK, plein de gens font des beat switch. Des gens qui le font hyper mal, il y a des gens qui le font hyper bien, OK? Ouais. Honnêtement, la personne qui fait des meilleurs beat switch du game, c'est Turi, OK? On s'entend dans Papillon Monarque, les beat switch sont légendaires, OK? Drake est fort. Un autre suspect, c'est un artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, mais la personne qui fait les pires beat switch, c'est Bad Bunny. Les beat switch de Bad Bunny, ça va pas. Ah ouais, switch, non, ça va fort, pas. wesh. My bad, mais yo, pour de vrai... Je te jure, damn, man. Tu sentais, il had to let it out. Il fallait qu'il en parle, tu vois. Ça va plus. Yo, à chaque fois. Puis ce qui est con, c'est que soit le premier ou deuxième beat, il est tout le temps vraiment bon. Puis là, il fait un beat switch qui a aucune... Genre, musicalement, c'est pas dans la même gamme, c'est pas le même BPM, c'est juste complètement 2 chansons en une, tu comprends? Puis ça me stresse. Ouais. C'est tout. Mais sinon, c'est ça. Et un beat switch que t'as kiffé de ouf, du coup. De quoi? Hormis le tien, genre, un beat switch que toi, t'as kiffé, genre. Si t'en as un en tête, ça. Ouais, ben de Turi, là. Ouais. Fils de pute, c'est la rentrée, mon fils porte du 27. Oh, c'est ça, le beat 27 de Turi. Puis après, l'autre beat qui rentre. Puis en plus, c'est un gars qui a déménagé à Montréal qui a fait cette prod-là, mais c'est hard. C'est hard. Fait que c'est le beat 27 de Turi. Le beat switch est malade. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis sinon, un autre très bon beat switch, c'est un artiste... un artiste de Laval, son nom c'est High Classified, Voodoo. Gros beat switch aussi. Oui, évidemment, le fameux, n'est-ce pas? Yo, pour de vrai, Voodoo, OK, fun fact, c'est que j'ai fait la prod, ça fait quand même longtemps, genre. Ouais. Mais je l'écoutais tout le temps en bug, genre. Puis j'étais tellement habitué qu'il y avait le beat switch que quand je montrais Voodoo aux gens, j'étais étonné à chaque fois qu'ils réagissaient au beat switch. Ouais. Mais moi, dans ma tête, mon cerveau le savait déjà. Fait que je me rendais plus compte que c'était un beat switch. Mais c'est comme, yo, c'est tellement hard comme beat switch. Avec Carmen, quand Carmen rentre sur la prod, on dirait un super-héros, bro. J'ai jamais vu ça. Shout out, les gars, ils ont fait un coup de travail pour de vrai, je suis content. Ils ont pété ça. Non, mais en tout cas, ça envoie. Et puis, j'aime bien que ça fasse ça et puis que ça revienne après sur Ahmad Jackson à la fin, tu vois. Puis à la base, c'était supposé être un Luigi Lafèvre. C'est ça que je voulais dessus. Ouais, Luigi Lafèvre, les deux étaient down de le faire de leur scène, mais finalement, parce qu'on manquait de temps. Puis moi, je voulais absolument Carmen sur le projet. Puis Ahmad Jackson, je suis un fan fini d'Ahmad Jackson. J'ai saigné son projet, c'est Été sans fin, je pense. Le dernier qu'il a sorti. Ouais, hyper fort. Ouais. Puis Robbie connaissait bien ça en son équipe et tout, fait qu'il a pu faire en sorte que ça se passe. Puis c'est la chanson aussi qui s'est faite. La dernière chanson qui s'est faite, puis la chanson la plus rapide qui s'est faite aussi. Armand, en 4 heures, il avait fini la chanson, là. Damn. Puis j'étais un peu en studio avec, c'était par WhatsApp. On avait un groupe chat. J'ai dit, yo, j'aimerais trop t'avoir sur ce beat-là. Il a dit, OK, donne-moi la semaine. Puis yo, 2 heures plus tard, il m'envoie une maquette déjà. Ouais.
Mais j'ai l'impression que, de toute façon, je me rappelle les concepts qu'il faisait avant de percer. C'était vraiment sur comment faire une prod en direct, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Ouais. Ok. En fait, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître avant de vraiment faire de la musique, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il ait fait des trucs vite parce que c'est un mec qui réfléchit vite et qui produit vite, tu vois. Et il faisait des trucs super cool à l'époque, hein, franchement, déjà. C'est comme ça, en fait, qu'il a fini par C'est un peu signer, douceux quoi. aussi, Dan? Il fait des instrus aussi? Ok, je savais pas. Non, je parlais je parlais d'Arma Jackson. Ouais. Arma Jackson, Arma, ouais. il fait des instrus, je sais. Ouais, il fait des prods aussi. Ouais, il fait des prods Ok, aussi. nice. Donc, ouais, mais c'est comme ça qu'il a été connu. C'est comme ça que moi, je l'ai connu. Ok, Tu vois. c'est fou ça. Donc, Moi, je les connais avec Été sans fin. J'avais vu juste le démo de BBL qu'il a fait avec Just Man. Puis j'étais comme, yo, c'est un gros track. Ouais. Puis c'est là que j'ai écouté le projet. Puis je connais Black Do aussi. J'aime vraiment ce qu'il fait, Black Do. Fait quoi? Ouais, bah, c'est cool. Bah écoute, on est arrivé au bout. Juste, je vais te poser quelques questions. Ça va être rapide. C'est des questions vraiment en bazar. Et puis voilà, à partir de là, on pourra mettre fin à l'interview. Let's go. Alors, une chanson qu'on n'imaginerait pas que t'écoutes. Une chanson genre, quand on t'écoute, on dit non, t'écoutes pas ce genre de son, toi. Oh, wow. Ariane Roy, Dog. La chanson Dog de Ariane Roy. Ouais. Les gens, ils savent pas c'est quoi, mais aussi... Oui, c'est déjà pour commencer. les gens, ils savent pas c'est quoi, mais c'est une artiste de Montréal. Puis elle fait de la musique un peu plus pop indie. Ouais. Puis je suis en train de signer son projet pour le moment. Mais aussi de la musique de jeux vidéo, genre Final Fantasy VIII, la BO, incroyable. Mais comme, tu sais, vu qu'on sait que j'aime les jeux vidéo quand même... Ça semble logique. C'est logique, mais quand t'écoutes la BO, si tu me vois as a black man dans sa voiture écouter ça, t'es comme qu'est-ce qui se passe, genre. Ouais. J'avoue, dans la voiture, c'est un bail, quand même, tu vois. You riding on this shit, Ouais, genre, tu conduis. Je suis en train de Fantasy swerve, je suis bump un FF8, ouais. C'est réel. D'ailleurs, tu vois, Ben oui, tu connais Lionheart, t'es un bon. Exact, T'es un bon. la vague, Oh, en plus, ok, ouais, t'es un real vrai, shit, t'es un man. vrai. J'ai acheté ça sur le bon coin il y a pas Yo. longtemps, frère. Vous me régalez les Français, bro, parce que lately, là, j'ai plein d'interviews, je parle de jeux vidéo, puis tout le monde connaît les Final Fantasy. Tout à Montréal, c'est pas comme ça, là. Ouais. Shout out. Ouais, c'est vrai, on était un gros marché. Puis moi, j'ai grandi avec ça. C'est vraiment ma dame de ouf pour le coup. Tu vois, tout le monde me connaît pour ça au bureau. Real shit, real shit. Un truc que tout le monde aime, mais que toi, tu détestes. Oh, wow. Musicalement ou genre? Peu importe. Voilà. C'est fou, ça. Wow, shit. T'aimes pas Not Like Us? Non, j'aime pas Not Like Us. Après, il y a des raisons. Non, la chanson, j'aime pas tout court. Oui, Ouais. comme je suis ok, ouais, Not Like Us for real. C'est même pas parce que je fuck avec Drake, c'est juste que je trouve pas nécessairement que c'est une bonne chanson, c'est tout. Mais en tout cas, t'as été Drake all day sur toute cette histoire-là. Ouais, quand même. Non, mais je trouve que musicalement, ce que Drake avait fait dans les diss tracks, j'ai préféré. Mais ça, c'est chacun son truc, là. Je suis pas là pour débattre. Ouais. Mais Last of Us. T'aimes pas Last of Us? Ouais. Tout le monde aime. Puis ça fait 2 interviews. Hier, j'ai eu 2 interviews, puis on se moquait de moi parce que je disais que j'aimais pas Last of Us. J'aime pas Last of Us. Je vais dire un truc. Hein. Moi, j'aime bien Last of Us, mais je peux comprendre pourquoi t'aimes pas. Moi, j'aime pas autant que les autres. Ok. Tu vois. Genre, j'aime pas autant que les autres. Genre, je comprends pourquoi c'est un classique. Tu comprends pourquoi c'est un classique, en tout cas. Ouais, je comprends pourquoi c'est un Tu peux classique. saisir pourquoi, mais juste t'aimes pas. Ouais, exact. Ah, puis un autre truc, le sport. Le sport. T'aimes pas le sport tout court? Ouais. C'est le sport, ça. Le sport. Le sport, je déteste, bro. Genre tous les sports, genre. Tous les sports. OK, à part UFC, boxe, OK, mais le sport, je suis pas capable de regarder le sport. Ouais. Je pense que ça, c'est la bonne réponse. OK, mais je pense qu'on va un peu Fait trop qu'imagine regarder. Not Like Us au Super Bowl, comment je me suis senti. Oui! Impossible, t'as soufflé fort. Damn. Alors, un truc que t'aimes mais que des gens n'aiment pas trop. Yo. Les jeux vidéo tactiques, video games, puis les old school, je pense que les gens, ils apprécient moins. Moi, j'adore. Pareil. Comment tu définis ton style vestimentaire? Shit. Efficace. Efficace. Propre. La perf live qui t'a le plus marqué? Une performance live, rap, R&B, pop, peu importe. Wow. A$AP Rocky, mon artiste préféré, je suis allé le voir au Théâtre Corona. C'était une expérience
tout court aller voir le show dans le sens où je suis allé là-bas sans billet, puis j'ai acheté les billets dans la rue resell à un prix incroyable. Puis après, je suis allé backstage. Je sais pas comment j'ai fait. Quelqu'un, je pense que c'est Tommy Cruise, il y avait une passe backstage, il m'a donné sa page. Je suis allé backstage, j'ai rencontré, j'ai pris une photo avec, puis tout. À l'époque, j'étais un fan fini de A$AP Rocky 2012. Oublie ça. Meilleure journée de ma vie. Ouais. Ouais, je comprends. Et puis là-bas, je suis parti à son concert. T'as l'impression que c'est la Fashion Week, frère. Ouais. J'ai jamais vu des gens aussi bien habillés. Yo. Ça. Et le pire, c'est que tout le monde était habillé en noir. Tout le monde était habillé en noir, comme s'il nous avait dit d'être dans un thème, tu vois. Donc tout le monde est venu habillé en noir. Et tout le monde était stylé à sa manière, tu vois. Ouais. J'ai jamais vu ça ailleurs qu'à son concert à lui, tu vois. C'est vrai, puis c'était à l'époque de KTZ qui portait les Jeremy Scott, tout. Il y avait des gens de. C'est genre juste, ça rassemblait tous les fans de fashion puis des A$AP Rocky. Ouais, real shit. Rocky dans une salle, c'était cool. Est-ce qu'il y a un morceau qui t'a vraiment donné envie de produire? Wow. Oui. Mais quel? Au pire, ce que je peux dire, c'est un morceau que tu trouves inspirant. Une prod que tu trouves inspirante, genre. Yo, toutes les prods de Ryan Leslie. Ryan Leslie a fait une prod qui s'appelle INA, Arena. Ça, c'était une grosse prod. Vraiment stylée. Genre R&B un peu, mais ouais. Le meilleur producteur de l'histoire. Pharrell Williams. Logique. Jusqu'à 2015, je pense. Mais là, live, ce qu'il fait, c'est pas la folie, là, on s'entend. Ouais, c'est vrai. C'est Ma beaucoup bad. moins chaud, en tout cas. Même s'il a quand même fait des belles choses, tu vois. Ouais, juste qu'il essaie trop de se moderniser, mais yo, le Y2K est revenu, il fait juste ce que tu faisais avant avec des clips, puis avec Chad, là, ce qu'il faisait, puis... Mais Ouais. bon. C'est sûr que tu sais que Chad, ça a apporté réellement quelque chose à la musique qu'il faisait. C'est Ouais. vraiment un duo, tu vois. Du coup, ce qu'on fait habituellement aussi, c'est qu'on demande à un artiste qui passe juste avant toi, par exemple. Il y a un artiste qui a passé avant toi et on lui demandait de te poser une question. OK. Et du coup, toi aussi, tu poseras une question au prochain artiste. Je sais pas ce sera qui, mais tu poseras une question. OK. Et du coup, la question, ça vient d'un rappeur qui s'appelle Souffrance. OK. Et Damn. ouais. Attends, est-ce que je connais Souffrance? Non. Non, il est bon, hein. Franchement, il est très cool. C'est-tu un arabe? Ouais, Je connais Souffrance. Oui, je connais Souffrance, c'est fou, ça. ouais. J'ai écouté ça, genre... Il vient de sortir son album, non? Ouais, exact, C'est ça. jaune? Oui, c'est ça. Oui, c'est lui. il est trop chaud. Il est trop chaud. Puis en plus, c'est le même gars qui a mixé l'album. C'est lui qui a mixé l'album à Souffrance aussi. Ah, Ouais, c'est trop Young fou. Judge qui a mixé deux projets. Mais ouais, shout out Souffrance qui est très fort. Très marrant. Et du coup, la question qu'il te pose, c'est est-ce que tu es heureux? Si je suis où? Heureux. Ouais, je suis heureux. Ouais. Je suis heureux, ouais. Je pense que, ouais, je suis vraiment heureux. J'apprécie la vie live. Puis je pense que, yo, après 4 ans, j'étais pas comme dans le doute pendant 4 ans, mais c'est juste 4 ans. Pendant 4 ans, les gens, ils m'appréciaient beaucoup, ils aimaient ce que je faisais, mais j'avais pas la chance de montrer vraiment mon craft aux gens, à part si c'était des placements. Puis là, le fait que j'ai fait la paix maintenant, j'ai sorti mon projet. Si on me dit, ah, tu fais du son, qu'est-ce que tu fais? Tu peux aller chercher mon nom puis voir ce que je fais. Je pense que ça, c'est un réconfort pour moi, puis c'est ça qui me rend heureux, le confort. Et du coup, ta question pour un autre artiste. C'est quoi que t'as mangé au petit-déj? Ok. Vas-y, les gens, t'es pas le premier à parler de graille en termes de questions. De quoi? Oh, ok. Ouais, parce que Souffrance aussi, avant, lui va demander c'est quoi ta graille préférée. Tu vois. Ok, est-ce que je peux changer de question? Peu importe. Ok, c'est quoi ta destination de rêve? Ok, vas-y. Et pourquoi? Vas-y. C'est noté. Puis est-ce que t'as écouté l'album? Ouais, excuse-moi. Je vais lui demander aussi, hein, c'est noté. Hein. En tout cas, voilà, bah, c'est bon, c'est fini. Merci beaucoup pour ton temps, Nice. les gars. Dernier petit mot à dire, peut-être, je sais pas. La Valourien. Là La Valourien. bah, let's go.